Bonjour à toutes et à tous, donc Emmanuel Dunouvion. J'espère que vous m'entendez tous bien. Désolé pour ce petit retard de connexion, un petit souci technique, hein. Donc on est tous à peu près réunis. Donc je vais commencer. Je m'appelle Emmanuel Dunouvion, donc moi je suis salarié de la Techware et détaché chez Aerospace Valley depuis décembre 2019. Et je travaille au sein du service développement des domaines matériaux et procédés d'Aerospace Valley. Et je fais partie des animateurs de l'écosystème SMP, donc l'ex DAS AMP que certains peuvent connaître, donc SMP pour système matériaux et procédés. Dans ce contexte, hein, en fait, pour pas perdre le contact entre les membres et avec ses membres, Aerospace Valley a souhaité mettre en place donc ce principe de café techno. Donc on vous remercie à tous d'être présents. Café techno, bah, c'est l'occasion de se retrouver et puis de pouvoir discuter, de prendre connaissance et d'enrichir son expertise sur des produits ou des services, sur différentes thématiques que les 5 écosystèmes d'excellence d'Aerospace Valley peut présenter. Donc sachez que ce café techno sera enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley à partir de demain. Et le lien, vous l'avez sur l'invitation qu'on vous a envoyée, par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire. Donc vous retrouverez ce lien-là. Je tiens à remercier Jennifer Deo, qui est au service communication d'Aerospace Valley et qui a organisé tout ce café techno et que j'ai l'honneur d'inaugurer parce que c'est le premier qu'on fait. Donc aujourd'hui avec notre intervenant qui est Romain Fr, directeur de la société toulousaine Norimat, donc qui travaille depuis 2004 au développement et à l'optimisation du procédé de frittage flash. Donc depuis 15 ans, l'innovation est au cœur de cette entreprise qui est composée de docteurs, d'ingénieurs en sciences des matériaux et la mécanique numérique. Et ils exploitent actuellement 5 brevets. Donc Romain il va vous présenter ce procédé, ses avantages, ses applications. Avant de lui donner la parole juste pour structurer, il va y avoir 20-25 minutes de présentation. Donc vous n'avez pas de micro. Vous devez avoir sur le webinaire donc un endroit où vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc il y a un onglet dédié à ça et à la fin de la présentation, je dicterai les questions à Romain qui prendra le temps d'y répondre. Donc le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. La présentation devrait être disponible sur demande. Romain le clarifiera tout à l'heure. Donc voilà. Et avant de se quitter, sachez qu'il y aura juste une petite enquête de satisfaction avec 2 questions avant de quitter le webinaire. Donc ça sera. Je vous remercie de bien vouloir y répondre. Voilà, moi j'ai suffisamment parlé. Romain, je vais vous laisser la parole. Bon webinaire à tous et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Emmanuel. On m'entend bien du coup Emmanuel, c'est bon? Moi je t'entends bien, donc Ok, super. Parfait, ben, je commence alors. Bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis très content de débuter alors du coup, hein. C'est Café Techno. J'en profite effectivement pour remercier Emmanuel et Jennifer pour l'organisation de ce Café Techno et puis qui nous permettent également, effectivement, dans ces périodes un petit peu spécifiques là et un petit peu spéciales qu'on est en train de vivre, bah, de pouvoir garder un peu de lien et puis quand même pouvoir vous présenter ce qu'on fait. Donc c'est une super opportunité pour nous. Merci beaucoup pour ceux qui sont inscrits, qui sont connectés. Et excusez-moi pour le petit retard au démarrage sur des soucis techniques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, bon, alors, très rapidement de notre entreprise, hein, parce que c'est pas le sujet principal. L'idée ensuite, ça va être de vous présenter le procédé et les applications euh, qu'on que permettent ce procédé, plutôt avec une orientation sur des projets qu'on a pu mener au niveau sur des applications aéronautiques et spatiales. Voilà, donc aujourd'hui, c'est matériaux et procédés. Beaucoup, je vais quand même essayer de ne pas être trop dans la technique, mais plutôt pour vous donner quelques pistes de réflexion.
Donc la société, comme l'a dit Emmanuel, elle a été créée en 2016, donc ça va faire 4 ans ce mois de mai. On va faire un anniversaire un petit peu spécial, mais elle repose sur plus de 15 ans de R&D qui a été faite dans un laboratoire de chimie des matériaux à Toulouse qui s'appelle le CIRIMAT et dont on est issu. Donc 15 ans de développement sur ce procédé de frittage flash ou frittage SPS. Et du coup, à partir de 2016, vraiment la volonté de créer la société pour pouvoir passer sur l'industrialisation de ce process et de pouvoir en faire un véritable outil de production. Donc c'est ce qu'on fait, c'est notre travail depuis 4 ans maintenant avec les différents clients qui nous suivent sur, ces, sur cette question-là et avec qui on est en train de réussir petit à petit ce pari un petit peu fou. Et donc on est 10 employés aujourd'hui, on est basé à la Beige, juste derrière Diagora pour ceux qui connaissent, dans les locaux du CEA Tech Occitanie, qui nous accueille, qui nous accompagne aussi sur toute la partie industrialisation. Donc on a des applications déjà sur tout un tas de secteurs. Alors les secteurs historiques, c'est aérospatial, le domaine du luxe aussi. J'en parlerai un tout petit peu moins, on travaille beaucoup sur des matériaux céramiques colorés dans les domaines du luxe. Le domaine de la défense, et puis un peu plus récemment des domaines un petit peu plus industriels, sur des outils industriels, sur des applications automobiles aussi, et sur des applications en énergie. Donc le procédé, comment il fonctionne? C'est un procédé de métallurgie de poudre. Donc on part de poudre qu'on va venir densifier donc par l'action simultanée de la température et de la pression. Donc un schéma assez simple. Donc normalement vous devez voir ma souris si je bouge pas trop vite. Donc un schéma assez simple pour pouvoir expliquer le process, c'est de reprendre un schéma de presse à chaud. Donc on a une enceinte dans laquelle on va pouvoir mettre notre poudre ici dans un moule qui est un moule en graphite dans notre cas, et on va aller appliquer une pression pendant toute la partie de la densification de la pièce, tout le frittage. La spécificité du frittage SPS, c'est que la chaleur va être apportée par un courant électrique de forte intensité qu'on va venir injecter directement au niveau de nos pistons qui vont être donc en même temps des électrodes. Et c'est la grosse différence à un frittage sous charge normale où là l'échauffement se fait avec des résistances extérieures qui sont situées au niveau de l'enceinte et qui vont fonctionner comme un four de cuisine le plus classique possible, en simplifiant à l'extrême, mais ce sont des résistances extérieures et qui vont chauffer l'ensemble de l'enceinte. La grosse conséquence qu'il y a, c'est sur la capacité de chauffe de ces deux systèmes, puisque dans le cas du frittage SPS, on va être sur des vitesses de chauffe et de refroidissement qui vont être de l'ordre de centaines de degrés par minute, puisque le courant va finalement permettre de chauffer uniquement la partie utile, si je peux dire, ici avec le moule et notre échantillon, contre des vitesses de montée et descente en température dans des fours plus classiques qui sont plutôt autour de 1 à 5 degrés minute. Donc on voit qu'on gagne facilement 1 voire 2 ordres de grandeur sur cette dimension-là, ce qui nous permet finalement d'atteindre des temps de cycle qui sont de quelques minutes dans le cas du frittage SPS pour plusieurs dizaines d'heures dans le cas de procédés de métallurgie des poudres plus classiques. Alors, si on regarde le procédé dans une autre, sur une vue un peu plus éclatée, pour regarder les étapes qui se succèdent, donc on retrouve ici notre moule en graphite qui est ici en blanc. On va venir intégrer la poudre directement dans notre moule, assurer une étape de compaction, fermer le moule, une étape de contrôle, et cet outillage-là va être placé à l'intérieur de notre enceinte de frittage. L'ensemble des données vont être enregistrées et suivies in situ directement par la machine. Et dans l'étape de frittage, on va appliquer la pression, faire passer le courant ici électrique pour pouvoir avoir l'échauffement. À la fin, une fois que le cycle est fini,
on a le refroidissement, on relâche la pièce et on obtient une pièce directement avec des codes semi-finis. Et tout ça en moins d'1 heure de traitement. Voilà, c'est un des avantages vraiment importants et assez visible de cette techno, c'est sur ce temps de stage qui va avoir des avantages sur la partie productivité, mais surtout sur les propriétés des matériaux qu'on va obtenir. On a eu l'occasion de faire l'inauguration de notre première machine que vous avez en image ici, donc qui est basée à la Beige, en fin d'année dernière. Et donc les caractéristiques globales de cette machine, c'est qu'on peut monter jusqu'à une température au-delà de 2000 degrés, qui nous permet d'aller densifier des pièces, même les plus réfractaires. Donc avec un courant développé de 12 000 ampères. On peut faire des pièces jusqu'à, en gros, toutes les pièces qui vont rentrer dans un diamètre de 150 mm avec une hauteur de 50 mm. Ça, on sait qu'on peut chauffer des pièces comme ça et les densifier à plus de 1500 degrés. Voilà, ce qui nous laisse vraiment un gros, enfin, qui couvre un gros panel de matériaux déjà pour des premières étapes de prototypage notamment et de production en petite série. Dans certains cas, il nous est possible, quand les besoins sont plus importants pour aller chercher des tailles de plus grande dimension, d'aller travailler avec des partenaires qui ont des machines qui sont un petit peu plus grosses que les nôtres et de pouvoir aller jusqu'à des pièces de 300 mm de diamètre. Sur les matériaux que l'on fait, donc on dit vraiment, comme je disais, qu'on travaille sur des matériaux haute performance qui sont dus au principe de frittage que l'on utilise, qui permet, de par sa rapidité, de donner certaines caractéristiques au matériau. Donc, on travaille sur des poudres, comme je le disais initialement. On n'est pas limité sur les types de poudres qu'on peut utiliser. On travaille sur des métaux, donc des bases titane, des superalliages, des métaux durs. On travaille sur des céramiques, type oxyde, type carbure, des nitrures et tous les matériaux réfractaires qui peuvent se faire jusqu'à 1900-2000 degrés, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, en fait, on est capable avec ce four d'aller densifier toutes les poudres, finalement, qui sont densifiables et qui se situent dans une gamme de température entre 200 et 2000 degrés, en gros. Donc, ça couvre un champ assez large. J'ai mis quelques exemples. On va retrouver des matériaux organiques, des matériaux ici oxydes et ici des carbures métalliques, ici de bord, de tungstène, et donc toute la gamme qui se trouve entre 200 degrés et 2000 degrés. La spécificité du process, je vous en ai pas parlé du tout pendant le process, c'est pas ce qu'on n'en utilise pas, c'est toute la partie liant qu'on va trouver dans beaucoup de process utilisant de la poudre. Donc on n'utilise pas de liant dans notre process, ce qui permet de limiter toutes les problématiques qui est liées au déliantage des poudres, avec la création de porosités importantes et qui sont très difficiles à résorber par la suite. On a ensuite un ajout de propriétés de par la vitesse de ce matériau, donc sur les propriétés mécaniques des matériaux, donc simplement qui est due à la vitesse finalement de cycle thermique qui est très courte, permet de limiter tout ce qui est croissance granulaire dans ces matériaux-là, ou en tout cas de contrôler les microstructures à un très haut niveau. Il ne semble pas que j'en ai parlé, j'ai peut-être oublié, mais on atteint des niveaux de densification qui sont au-delà de 99 pour 99,5%, donc avec des niveaux de porosité qui sont très très bas, et ça se retrouve dans les propriétés. Donc là, vous voyez, en gros, sur ces gammes de matériaux qui sont là ici des céramiques, on va regarder leur dureté. Sur des schémas classiques et sur ce qui se trouve sur des matériaux commerciaux faits par des procès plus habituels, on a un gain assez net de la dureté des matériaux en passant par le CHPS, donc sur les barres. On a aussi la possibilité d'aller travailler sur l'élaboration de nouveaux matériaux. Et là, on va retrouver soit deux catégories. Le travail sur des matériaux composites, donc qui est les exemples qui sont ici sur la gauche, donc matériaux composites que l'on fait
soit dans dans des matrices métalliques, soit dans des matrices céramiques. Donc on va utiliser là des renforts qui sont des renforts carbonés. Sur la gauche, c'était des travaux qu'on menait pour des applications de drains thermiques, donc aller donner des meilleures propriétés de diffusion thermique dans nos matériaux. On a utilisé une matrice aluminium qu'on est venu renforcer par des diamants qui ont une conductivité thermique qui est excellente, hein, qui est à plus de 2000 watts. Donc ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, ce sont des nanotubes de carbone. C'est des travaux qui ont été réalisés par le CIMAT il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années. Des nanotubes de carbone, donc très fins, très dispersés, que l'on va aller disperser dans une matrice qui oxyde. Et on va identifier tout ça, et avec seulement 2 à 3% de nanotubes de carbone dans cette matrice, on va aller doubler la ténacité, la résistance à la rupture des matériaux, par l'effet de pontage que peuvent avoir ces nanotubes dans les matériaux. C'est l'image que vous voyez ici, où on est allé faire une fissure dans le matériau, et on voit que les nanotubes pondent ces matériaux. Ce qui est important là ici, c'est vraiment, là encore, la vitesse du procédé qui permet de monter finalement suffisamment haut en température pour pouvoir créer de la réaction chimique et pour pouvoir créer des interfaces entre ces matériaux, des interfaces chimiques qui vont avoir des résistances qui vont être très importantes, avoir des interfaces excellentes, sans aller consommer les renforts et sans aller dégrader les propriétés du composite. Voilà. C'est ça qui est important dans le travail, dans les travaux qu'on a pu mener là. C'est vraiment ce double effet d'avoir des interfaces qui sont à la fois réellement présentes, chimiquement présentes, créées, mais qui ne vont pas dégrader les propriétés du matériau. Et la deuxième partie, c'est des assemblages de matériaux que l'on peut faire. Alors, soit des assemblages, ici vous avez deux exemples, un assemblage de métaux avec un empilement de laiton, cuivre et aluminium qui sont coffrités, donc là aussi avec des interfaces qui sont très très nettes, très très résistantes, puisque c'est des pièces qu'on peut complètement couper en deux et avoir une excellente tenue mécanique sur ces matériaux-là, des matériaux qui ont des températures de fruitage qui sont vraiment très différentes, et on a pu les assembler sans ajout ni d'éléments brasants, ni de colle. Voilà, c'est vraiment par la liaison chimique que se fait cet assemblage. Et le deuxième, c'est un métal qui est recouvert par une proportion croissante de zircone, donc une céramique, pour pouvoir faire une protection de ce métal, que ce soit une protection chimique, une protection mécanique ou une protection à la température aussi. On peut retrouver ces applications dans des barrières thermiques. Voilà, on travaille également sur ce qui peut être tendance en ce moment sur les niveaux tubes de matériaux, des systèmes de technique ternaire, des métaux, des verres métalliques, des alliages à haute entroprie, aussi des membranes poreuses. On a beaucoup investi dès le début et dès la création de la société dans la modélisation de notre procédé. On est convaincu que c'est une part indispensable pour pouvoir aujourd'hui industrialiser un process et s'attaquer à des marchés, notamment comme l'aéronautique, hein, mais les autres marchés ne sont pas forcément moins strict ou en tout cas moins compétitif sur ces questions-là. Et donc, dès le début, hein, c'est nos premiers recrutements dans la société, ça a été d'avoir des gens qui étaient en capacité de modéliser l'ensemble du procédé pour pouvoir après nous permettre de gagner du temps par la suite. Alors, la modélisation, elle se fait forcément, vous l'avez compris, dans un premier temps sur une partie électrothermique, puisqu'on va aller injecter du courant et on doit suivre l'élévation de température. Donc ça nous permet de nous assurer qu'on n'a pas de gradient thermique dans les pièces que l'on fait et que les pièces sont homogènes sur l'ensemble de la pièce. Comme on a un process qui va très rapidement, on a très peu de temps pour l'homogénéisation de la température dans nos matériaux, donc c'est une étape qui est prédominante et prépondérante chez nous.
La deuxième partie, c'est tout ce qui est modélisation mécanique, qui va nous permettre de designer les outils, mais aussi de pouvoir assurer une intégrité dans les matériaux, notamment quand on parle de matériaux assemblés, comme je vous ai présenté juste avant, et j'ai un exemple qui vient appuyer ce point-là juste ici. Donc, c'était un travail qu'on faisait un projet sur le revêtement céramique d'un matériau métallique, hein, donc une base de superalliage. On devait faire un revêtement qui était relativement épais, 500 microns, sur une plaque rectangulaire avec un léger angle de courbure, ici un rayon de courbure. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le procédé SPS, tel qu'il est connu jusque-là, c'est qu'effectivement, on peut créer de la liaison chimique pendant le frittage, c'est ce que vous voyez là, donc avec des interfaces qui sont très nettes. On voit ici les grains métalliques qui sont ici en surface, et on va aller éniveler et faire réagir la céramique à ce niveau-là. Les interfaces, elles sont très résistantes, très fines, et on n'a pas d'interdiffusion d'un matériau dans l'autre. Ça, c'est vraiment dû à la cinétique qui sont sur des temps très courts et donc très peu de temps de créer des réactions à longue échelle. Le problème sur un matériau comme ça, c'est que lorsqu'on va refroidir quand on est en palier, hein, donc ça typiquement c'est des choses qui seront à 1300 degrés pour densifier tout ça, quand on va refroidir le matériau céramique qui a des coefficients de dilatation thermique qui sont très faibles, va avoir tendance à très peu bouger au refroidissement. Par contre, le métal, lui, va travailler et va avoir un effet de contraction qui va amener des contraintes dans le matériau. Et ça, si on fait ça, et c'est ce qu'on a fait hein, sur les premiers essais, voilà comment on récupère la pièce avec un revêtement céramique qui est complètement éclaté. Et donc ça, c'est le premier essai qu'on a fait. Ce que nous amène la modélisation dans ce cas-là, c'est de pouvoir ajuster de façon assez fine, finalement, le niveau de contrainte que l'on a dans le matériau et de pouvoir prévoir des paliers de refroidissement, tout simplement, hein, aux bonnes températures, avec la bonne durée et avec les bonnes vitesses de refroidissement. Et là, vous voyez que en seulement 3 essais, finalement, on a eu une amélioration qui était vraiment sensible et vraiment hyper intéressante, puisqu'en 3 essais, on a réussi à faire le revêtement qui avait une tenue homogène sur l'ensemble de la pièce et une pièce qui était intègre à la fin. Quelque chose qui nous aurait pris des dizaines d'essais si on n'avait pas eu la modélisation pour pouvoir nous appuyer sur ce sujet. Donc, le frittage SPS, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un process qui est rapide, qui permet d'atteindre des matériaux de haute performance et qu'on peut utiliser pour obtenir des architectures qui sont complexes. On l'a vu sur les composites, sur les assemblages, et qui permet de faire des pièces. Principale problématique, je ne vous en ai pas parlé jusque-là, de ce procédé, c'est que comme on vient appliquer une pression sur notre matériau et sur notre outillage, en fait, jusqu'à 2015, les pièces qui étaient accessibles sur ce matériau-là étaient des pièces plates qu'on voit ici, donc avec des épaisseurs finalement qui sont constantes sur l'ensemble de la pièce. C'était une des grosses limites, c'était sur la forme des pièces que l'on pouvait amener. Et en 2015, en fait, et c'est sur ça où Norimat fait vraiment sa spécificité, c'est qu'on est venu développer un process vraiment dédié, unique, en utilisant finalement un système de contreforme ici que l'on met dans notre système, hein, dans le même montage, et qui nous permet d'avoir des pièces qui sont directement near net shape, en gardant tout ce qui est process rapide, tout ce qui est matériaux à haute performance sur des architectures complexes, mais en ayant une géométrie qui cette fois est en 3 dimensions et relativement complexe. Alors, on n'est pas sur les complexités qu'on peut atteindre sur de la fabrication additive
laser notamment ou d'autres. C'est des pièces qui vont être pleines aujourd'hui. Et sur les tailles, dont on parlait tout à l'heure, donc toujours autour de 15 cm de diamètre. Par contre, ces pièces-là, toutes ces pièces que vous voyez là, elles sortent telles quelles après 1 heure de fritage. Donc ces pièces-là, 1 heure avant, il faut s'imaginer qu'elles étaient sous forme de poudre. 1 heure après, elles sont sous cet état-là. Il n'y a pas besoin de post-traitement sur ces pièces-là, puisqu'elles ont directement la microstructure et les propriétés qui sont recherchées. Ces pièces-là ont juste subi une étape de sablage pour pouvoir enlever la partie de la contrefente qui était résiduelle. Donc avec un gros gain sur la diminution finalement des temps de post-traitement et sur des microstructures qui sont contrôlées et qui sont homogènes. Donc voilà, donc ce procédé il est breveté avec le premier brevet qui a été déposé en 2015 et qui a été complété par des familles de brevets depuis ce temps. Donc ça c'est une première façon de pouvoir créer des pièces de forme par fritage SPS. La deuxième qui est plus récente chez nous, qui est le couplage de la fabrication additive avec notre process de densification. On sait que le fritage SPS, il est en capacité de pouvoir densifier des pièces au-delà de 99,5%. Ça, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et ce que je martèle souvent, donc avec très peu de niveau de porosité. Et en fait, on s'est servi de cette capacité-là pour pouvoir finalement adresser en post-traitement des process de fabrication additive que vous connaissez tous, mais aussi en plus avec une spécificité de pouvoir adresser directement des procédés qui vont être de mise en format froid, que sont les procédés de binder jet, donc par projection de liant, de stéréolithographie ou de dépose-fil, FDM. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? On va imprimer la pièce à froid, donc juste finalement, si on regarde assez simplement, on va coller les grains de la pièce, de la poudre les uns aux autres pour former ce qu'on va appeler une préforme, avec un taux de densification classiquement qui est autour de 60%. Ces pièces-là, on va les délianter. Je vous ai dit qu'on n'aimait pas trop le liant dans les pièces SPS. Donc la densification, elle, ne bouge pas. On est toujours aux alentours de 60%. Et ensuite, on va les densifier par un fritage SPS. Toujours la même chose, 1 heure de traitement en maximum et une densité qui est supérieure à 99,5% par an. On a fait des tests-là dans le cadre d'un partenariat avec le CEA qui est encore en cours, qui s'appelle Ceraprint, sur des procédés, sur des matériaux céramiques, donc ici de l'alumine, où par SLA, on est allé imprimer ici cette pièce-là. C'est une pièce verte, accrue, donc c'est juste des grains qui sont empilés les uns aux autres, et on est venu les densifier par notre process. Ici, c'est toujours l'alumine, elle est toujours blanche normalement, hein, mais pour pouvoir démouler pour pouvoir garder les pièces intègres et les outillages intègres, on utilise simplement un spray graphite en surface. C'est ça qui donne la coloration à cette pièce. C'est aussi des choses qu'on a fait sur des matériaux métalliques, sur des process ici qui sont de projection de liant, donc de binder jet, où on est allé imprimer des pièces comme ceci et venir les densifier par SPS. Et donc là, vous avez des pièces qui sont parfaitement denses. Toujours pareil, en 1 heure de traitement, la pièce est simplement sablée et on retrouve la géométrie de la pièce ici, où vous voyez les détails de la pièce qui sont de quelques microns d'épaisseur et qui sont toujours visibles. Si on regarde un petit peu les microstructures à l'intérieur, pour terminer, on voit ici sur une pièce en sortie d'impression avec un très gros taux de porosité, et après fritage, on voit ici des microstructures qui sont vraiment sans porosité et qui sont très très jolies. On les a regardées ensuite en microscopie électronique également, où on voit pas de macroporosité à assez longue échelle quand même, puisque l'échelle ici est assez réduite. Et quand on va beaucoup plus loin, on s'aperçoit qu'on a quelques porosités qui peuvent être toujours présentes. Alors certaines qui étaient issues des poudres, mais on voit que ces porosités, elles sont
circulaires, elles font moins de 5 microns dans ces cas-là, et donc elles sont très très peu sensibles en fait pour l'intégrité de la pièce, et elles sont pas du tout critiques. Voilà. Donc voilà un petit peu les pièces qu'on a pu réaliser jusque-là sous forme de démonstrateur. Et donc ça, c'est des choses qu'on continue à prolonger, à approfondir. Donc, voilà, donc en conclusion, rapidement, j'espère que voilà, j'ai pu vous montrer que le frittage SPS, voilà, c'était un process qui était efficace pour pouvoir fabriquer des pièces haute performance, donc avec un gain de propriété par rapport à ce qui est possible classiquement, un très bon contrôle des microstructures. C'est vraiment de nouvelles possibilités pour créer des matériaux innovants et ajouter des fonctions sur vos systèmes. Voilà, c'est vraiment le plus important. On a l'habitude aussi de se trouver dans des cas où on va régler sur des matériaux qui sont dits non densifiables en règle générale, ou des assemblages qui sont assez exotiques, assez difficiles à mettre en place et qui permettent d'être atteints par cette techno. Et puis ce que je vous ai présenté juste à la fin, la capacité pour le frittage en post-traitement aussi et en densification après des mises en forme par fabrication additive, donc avec des phénomènes qui sont rapides et avec très peu de porosité résiduelle ou équivalent à ce qui peut être atteint en HIP notamment. Voilà. Et donc pour terminer, on a les capacités ici à Toulouse de vous recevoir et de réfléchir à vos projets, de pouvoir faire le développement sur le process, sur vos pièces, et de pouvoir commencer la production sur des petites à moyennes séries, jusqu'à quelques centaines, quelques milliers de pièces si c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'attends si vous avez des questions. Ok, je pense qu'on doit m'entendre. Romain, tu m'entends? Oui, ouais, tout à fait. Ok, donc on va considérer qu'on m'entend. Effectivement, il y a quelques questions. Romain, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Alors la première question qui est en lien au gain par rapport au frittage classique. La question est, est-ce que la consommation énergétique est moindre également que le frittage classique? Alors on est sur, comme je vous l'ai dit, sur un courant qui est d'assez forte intensité, si vous vous rappelez. Moi, je vais pas remonter, de 12 000 ampères du coup. Et par contre, sur des temps excessivement courts, du coup, la consommation vraiment électrique, elle est aussi basse, enfin, elle est équivalente, pardon, je vais dire comme ça, à un four qui permet de fabriquer des pièces à 1500 degrés voilà, classiquement. Donc, c'est vraiment des coûts pour faire des pièces qu'on a pu voir, le coût énergétique, il est de quelques dizaines de centimes d'euros. Donc, c'est vraiment pas ça qui va impacter sur les pièces qu'on fait. D'autant plus qu'en général, on travaille avec des matériaux qui sont plutôt chers. Ne serait-ce que le titane qui est vraiment loin d'être le matériau le plus cher qu'on utilise, mais qui a plusieurs centaines d'euros du kilo, et c'est vraiment pas impactant sur le prix de la pièce, la partie énergétique. Ok, merci. Une autre question, alors qui concerne les dimensions. Tu en as un peu parlé, il me semble avoir retenu un diamètre de 15 cm de diamètre maxi. La question, c'est quelles sont les dimensions minimales de parois et quelles sont les dimensions maximales des pièces envisageables avec ce procédé? Alors, je vais d'abord répondre sur les dimensions maximales. Alors, aujourd'hui, comme je disais, nous, les équipements qui sont chez nous ont cette dimension, c'est ça, donc c'est un diamètre 150 mm. Donc, en règle générale, nous, comme on travaille avec des outillages, c'est vrai qu'on parle sur un équivalent de diamètre, donc il faut imaginer que votre pièce rentre, alors plus ou moins, ça va dépendre après de la forme de la pièce, de la nature de la pièce aussi, parce que ça dépend des températures de frittage.
Mais en gros, hein, si vous êtes dans l'environnement d'un diamètre 150, c'est à peu près cette gamme-là de taille qu'il faut garder en tête. Ça, c'est faisable directement sur notre machine. Il y a des machines qui sont plus grosses, qui existent. Je vous l'ai dit, nous, on a la possibilité d'utiliser des machines qui vont jusqu'à 300 mm. Il y a des machines sur la même technologie qui peuvent aller jusqu'à 450 mm de diamètre. Donc là, c'est vraiment une question d'équipement et de machines. Donc on peut trouver plus gros, voilà, jusqu'à 400, 450. Très honnêtement, nous en tout cas dans nos choix stratégiques et industriels, on n'ira pas au-delà de ces tailles-là. C'est-à-dire qu'on n'ira pas faire des pièces de 1 mètre, euh, parce qu'on voit hein, ce qui se fait sur le niveau de la fabrication additive, avec de toujours pouvoir repousser cette limite de taille. Nous aujourd'hui, c'est pas du tout l'ambition. Parce que on considère que déjà il y a beaucoup à faire sur des pièces de petite taille parce que c'est des pièces aussi qui sont souvent très sollicitées et à des très hauts niveaux de performance qu'on essaie de chercher par ce process. La deuxième, c'est qu'il faut gérer les gradients thermiques dans les pièces et que sur des pièces de 1 mètre, on n'est pas sûr aujourd'hui de pouvoir, par cette techno, garantir une homogénéité thermique sur l'ensemble de la pièce. Et pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on veut garantir sur les pièces qu'on fait, c'est des microstructures et des propriétés qui sont vraiment excellentes sur l'ensemble de la pièce. Donc voilà pour les gammes de taille et on va dire la limite de la techno dans son ensemble. Sur les tailles de parois, on a, alors ça dépend aussi, hein, beaucoup des matériaux, vous comprendrez que je ne peux pas faire de réponse vraiment absolument précise et définitive sur ça. Il faut qu'on en parle bien évidemment. Je ne sais pas si Emmanuel, on voit la photo là, j'ai bien slide 13, c'est bon pour Oui, vous? oui, enfin moi je vois le slide avec, oui, oui, Sur cette pièce-là, donc qui est une voilure, le bord de fuite ici, il est entre 200 et 300 microns. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de maîtriser donc en brut en sortie de fritage, hein. On est à 200-300 microns. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à je la pense. question sur le C'était secteur des parois. la question, c'était quelle était la dimension minimale, donc on peut considérer que ça y répond. Donc une autre question, quelles sont les étapes de préparation des poudres principalement? Y a-t-il besoin de poudre atomisée? Alors sur les poudres aujourd'hui, ce qui est le plus simple pour nous pour se fournir, hein, c'est de se fournir avec les poudres qui sont disponibles et notamment en assez grande quantité via la fabrication additive. Donc on travaille de façon régulière avec des poudres destinées à la fabrication additive, sachant que très honnêtement, pour pouvoir densifier des pièces, on n'est pas obligé d'être aussi sélectif sur les poudres. Donc on peut travailler avec des poudres avec des gammes de granulométrie qui sont beaucoup plus larges. Même quand il y a une certaine dispersion, c'est toujours mieux pour le frittage parce qu'on va avoir un meilleur empilement, parce qu'on va avoir un phénomène de frittage qui va être plus efficace quand on va avoir une certaine dispersion. Euh, donc, donc, très classiquement, sur les matériaux métalliques, on peut travailler de 10 à 100 microns ou même 200 microns, c'est pas un problème. Euh, on, on a déjà remis en forme et redensifié des matériaux issus des copeaux issus d'usinage qu'on revenait redensifier, donc avec finalement là des particules qui étaient très grossières et c'est quelque chose qui fonctionnait très bien, avec très bonnes propriétés sur les matériaux densifiés qu'on obtenait. Là, il faut laver bien sûr les copeaux. Et puis de l'autre côté, on a déjà travaillé avec des poudres qui étaient nanométriques, qui faisaient quelques nanomètres de diamètre, plutôt sur des matériaux céramiques que sur des matériaux métalliques qui sont plus compliqués à avoir, plus dangereux. Et là, c'est des choses qui identifient aussi très bien avec forcément des propriétés des matériaux qui sont excellentes avec ces tailles-là. Et comme on a très peu de croissance granulaire, on a pu garder ces propriétés-là. Mais voilà, donc on est assez, on prend, je vais pas dire qu'on prend tout ce qui vient en poudre, hein, mais on est vraiment large. On a un spectre qui est très large sur ce qu'il faut prendre en poudre. Et il n'y a pas de préparation particulière à utiliser sur les poudres classiques.
Ok, merci Romain. Alors, notre question, est-ce que les pièces sont spatialisables? On peut envoyer dans l'espace, résistance à la température et vide poussé. Alors, on a travaillé sur des applications spatiales avec des matériaux qui étaient cyclés, qui se comportaient très bien en cyclage spatial, hein, donc avec moins 70, plus de 100 degrés, enfin je ne sais plus exactement, mais avec des matériaux qui étaient cyclés et qui se comportaient très bien. Je vais répondre que ça dépend des matériaux que vous utilisez, pas tant du process que dans notre cas. Si, si c'est des pièces qui le sont avec des matériaux qui vont être issus de procédés classiques, que ce soit de la fonderie, ils seront spatialisables après notre procédé, parce qu'encore une fois, on va avoir très peu de porosité, très peu de défauts dans nos matériaux, que ce soit des contraintes ou des porosités, et donc avec des matériaux qui ont des durées de vie en général qui sont meilleures que celles qu'on peut retrouver à côté. D'accord. Alors, une question, bah, tiens, sur la durée de vie, mais cette fois-ci de l'outillage. Quelle est la durée de vie d'un moule pour ce procédé? Alors les moules qu'on utilise en graphite, alors je vais rester sur ça, mais c'est pas les seuls moules qu'on peut utiliser. Donc c'est des moules qui tiennent plusieurs dizaines de cycles. En gros, entre 70 et 100 cycles. Et c'est des moules qui coûtent quelques centaines d'euros. Euh, donc on est sur des prix et des coûts d'outillage qui sont très très faibles rapportés au prix de la pièce. Ok. On revient un peu à du dimensionnel. Quel est le niveau de précision des pièces, les tolérances? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des pièces qui vont être en tout cas plutôt Near-Net-Check que Net-Check. Et on a, nous, aujourd'hui, un dimensionnel qui est autour du dixième. Voilà, c'est ce qu'on vend à nos clients, sachant que c'est des choses qu'on améliore et qu'on repousse en permanence, mais aujourd'hui, le niveau technique, il est autour du dixième. D'accord. Alors, une autre question sur les matériaux. Comment est-il possible de friter des matériaux non conducteurs électriques, type céramique, nitrure, etc., alors que le principe du SPS, c'est de faire circuler un courant électrique à travers la poudre? Alors, le principe du SPS, si on reprend, c'est de faire passer un courant électrique dans l'outillage. Donc vraiment la partie température, enfin la partie échauffement, il va se faire à 90-95% par l'outillage, et ça va être notre source de température principale. Quand on a des matériaux qui sont conducteurs, il y a une partie du courant qui peut passer, si on la laisse passer, qui peut passer par la poudre, mais c'est pas le plus, c'est pas le plus souvent parce que maintenant on isole beaucoup aussi nos pièces pour garantir une homogénéité. Donc la majeure partie du courant finalement arrive par nos électrodes du haut, par le piston du haut et passe ensuite par la matrice qui est conductrice. Et nous designons nos outils pour que l'ensemble de la pièce soit à la même température ensuite. Donc le, le courant très souvent ne passe pas par les poudres, mais passe plutôt par l'outillage. Et donc, du coup, qu'elle soit conductrice ou isolante. Effectivement. J'ai une dernière question pour l'instant. Peut-on espérer des cadences de production importantes avec le procédé SPS? Quid de l'automatisation du process? Alors, c'est dans notre. Enfin, pas que les autres n'ont pas été bonnes, mais c'est une très bonne question aussi. C'est dans notre plan d'industrialisation. Hein. Donc aujourd'hui, on a une machine qui est une machine plutôt euh, de une pilote, on va dire, hein, puisque vous voyez, alors ici c'est un schéma, mais elle est assez parlante. Hein. C'est-à-dire qu'ici on a une porte avec une enceinte et une porte qu'on doit ouvrir pour charger et décharger nos pièces. Donc ce qui nous limite finalement dans la production des pièces à quelques... voilà, on est autour d'une dizaine de pièces par jour aujourd'hui.
Ça dépend de la taille, etc. Mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut garder. Il existe sur le même système, en tout cas sur l'échauffement SPS avec l'apport de courant via les électrodes, les mêmes systèmes de fours, mais qui existent avec des fours à passage, comme vous pouvez connaître donc sur des fours plus classiques, que ça soit céramique ou même métallique. Et donc c'est tout à fait possible et nous à l'échelle 18-24 mois, c'est le type de four sur lequel on va investir et donc ça donne des pour donner un ordre de grandeur à la quantité de pièces à l'année, on est plutôt autour de 100 000 pièces à l'année, 100 à 150 000 pièces à l'année avec ce type de four. Pour un four. Pour info, ok. Une question encore. Est-ce qu'il est possible de donner une idée de prix pour une pièce proto de 1 cm3? Alors, alors c'est tout à fait possible, mais Ça faudra me dépend du matériau, contacter. non? Voilà, exactement. Je vous ai montré ici des exemples de pièces qui se densifiaient soit à 200 degrés, soit à 2000 degrés. Voilà, vous comprenez que je ne peux pas répondre comme ça, mais enfin, il suffit d'avoir un échange par mail, par téléphone par la suite, et puis on vous dira Ok, ça assez rapidement. ok. On manquera pas de vous mettre en contact. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, merci Romain pour cette présentation et les réponses aux questions. Je pense qu'on va en rester là. Donc, vous pouvez retrouver ce café techno sur le YouTube d'Aerospace Valley dès demain. Euh, Ainsi que la présentation. Je ne sais pas, Romain, par rapport à la présentation, si des participants souhaitent, ils prennent contact avec toi. Oui, c'est ça, à la limite, s'il y a des points, parce que toute la présentation ne sera pas forcément communiquée, si par contre il y a des points que vous voulez, voilà, n'hésitez pas, vous aurez mon mail euh, qui est disponible ou que je Il vais y avait remettre. il me semble que dans l'invitation, ouais, elle y était. D'accord. Et donc vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et puis je vous enverrai les éléments nécessaires. Super. Merci Romain, merci à tous d'avoir Merci à vous, participé. merci beaucoup. Bon après-midi. Voilà. Merci, bon après-midi à tous et puis à bientôt pour un prochain Café Techno. Je vous souhaite une bonne après-midi et prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.